Aujourd'hui, on va commencer par traiter le chapitre sur les fonctions réciproques. On va donner quelques fonctions réciproques qui sont connues, surtout les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques, c'est les arcs, et les fonctions réciproques des fonctions hyperboliques, c'est les arcs. Donc, commençons par donner la définition suivante. Donc, tout le monde connaît que pour parler sur la fonction réciproque ou bien inverse, il faut que f soit bijectif. C'est-à-dire, donc soit, on va lire cette définition, donc soit f est une fonction, alors si f est bijectif, c'est-à-dire c'est une condition nécessaire et suffisante, alors la fonction réciproque ou dite inverse, soit on dit le mot réciproque ou bien le mot inverse, existe, qu'on va la noter f-1, d'accord, tel que si f elle est définie de E vers grand F, alors le f-1 elle est définie de grand F vers E. Sachant qu'on a toujours le composé de f avec la fonction réciproque est égal, la fonction réciproque composée avec f est égale à la fonction identité. La fonction identité, bien sûr, l'image de x c'est x elle-même. Très bien. Donc, propriété de la fonction réciproque comparant avec les propriétés de la fonction f. On commence par la monotonie. La monotonie, c'est-à-dire, on va étudier la croissance ou bien la décroissance. Donc, si on a une fonction f bijective, alors si f, bien sûr, pourquoi la bijection? Pour parler sur la fonction réciproque. Alors, si f est strictement croissante sur un intervalle, alors f-1 a le même sens sur f de i. D'accord? Donc, si on a f croissante, alors f-1 elle est croissante. Pour la preuve, donc, si f est strictement croissante, c'est-à-dire si on a ya est égal à f de x1, y2 est égal à f de x2, donc si y1 plus petit que y2, donc on va remplacer, on va trouver f de x1 plus petit que f de x2, mais n'oubliez pas que f est croissante, c'est-à-dire x1 plus petit que x2, donc x1 plus petit que x2 implique f-1, c'est quoi x1? C'est f-1 de y1, et le x2, c'est f-1 de y2, plus petit. Donc, on a commencé par y1 plus petit que y2, et on a terminé par f-1 de y1 plus petit de f-1 de y2. C'est-à-dire, f-1 elle est croissante. La même chose, ou bien idem, si f est strictement décroissante. C'est-à-dire, si f est strictement décroissante, on peut démontrer que f-1 elle est strictement décroissante. C'est-à-dire, le comportement de la monotonie de f-1, c'est le même que la fonction f. Très bien. La continuité. Donc, si f est une fonction strictement monotone et continue sur l'intervalle i, alors f-1 a le même sens de variation, d'accord, de f, et elle est continue. C'est-à-dire, si f continue, alors f-1 elle est continue. La dérivabilité. Donc, soit f, c'est les propriétés de la fonction inverse, soit f, elle est définie de i vers j, une fonction bijective avec x0 est un élément de i, tel que y0 est égal à f de x0, l'élément de j. Bien sûr, j, c'est l'image de i, par la fonction f. Pour que f-1 est dérivable en y0, il suffit que, d'accord, une minute, donc, il suffit que f est dérivable en x0, c'est-à-dire f' de x0 existe, et elle est non nulle. Pourquoi elle est non nulle? Parce qu'on va diviser sur f' de x0. Et f-1 soit continu au point y0. f-1 soit continu en x0. Donc, toujours la dérivée de la fonction inverse en un point y0, la dérivée de la fonction inverse en un point y0, c'est 1 sur la dérivée de la fonction au point x0, tel que quel est le lien entre x0 et y0? Le lien, c'est que f de x0 est égal à y0. Mais toujours, vous remarquez qu'on a commencé par y0 et le résultat, il est en fonction de x0. Eh bien, toujours, il faut donner le résultat en fonction de la première variable, c'est-à-dire on va remplacer le y0, le x0, par f-1 de x0, y0. Donc, on va trouver que f-1' au point y0, c'est 1 sur f' rond f-1 de y0. Très bien.
La même chose, si on commence ici par x0, on met ici x0. D'accord? Donc, on peut changer le rôle de x0 et y0. Très bien. Exemple. Donc, pour les exemples, qu'on va le traiter après, bien sûr, on note la fonction réciproque de la fonction sinus, fonction trigonométrique, par arc sinus, qui définit de moins pi sur 2 vers moins 1, 1. On va parler sur ça après. Alors, la dérivée est arc sinus prime, c'est 1 sur sinus y prime. 1 sur sinus y prime. Mais la dérivée de sinus, c'est quoi? C'est cos y. C'est cos y. Mais n'oubliez pas que cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Donc, cosinus au carré, c'est 1 moins cosinus au carré. Donc, dans l'intervalle moins pi sur 2, cosinus y, c'est la racine de 1 moins sinus au carré. Très bien. On remplace le y. N'oubliez pas que le y, c'est arc sinus x. Si on n'a pas ici le 1, toujours si on compose sinus avec l'arc sinus x, elle me donne la fonction identité, c'est-à-dire c'est x. Mais puisqu'on a au carré, c'est-à-dire on va trouver x au carré. Et bien la dérivée de arc sinus x, c'est 1 sur la racine de 1 moins x au carré. Car, on a dit ça, sinus arc sinus x est égal à x sur l'intervalle moins pi sur 2, Remarque, toujours, première remarque, toujours on donne le résultat en fonction de la première variable de la fonction réciproque donnée. C'est-à-dire, si on commence ici par x, il faut donner le résultat en fonction de x. Si on commence par y, il faut donner le résultat en fonction de y. Une autre remarque, toujours on a un lien entre le graphe de la fonction et le graphe de la fonction inverse. Eh bien, les deux graphes de la fonction et leur fonction réciproque ou bien inverse sont symétriques, Tsanador, par rapport à la première bisectrice. D'accord? Par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, en arabe, c'est monassif l'awwal. Donc, l'équation de la première bisectrice, c'est y est égal à x. Y est égal à x. Très bien. Donc, passons à notre paragraphe. C'est les fonctions inverses des fonctions trigonométriques. Les fonctions inverses, ou bien réciproques, des fonctions trigonométriques. Tout le monde connaît que les fonctions trigonométriques sont cosinus, sinus, tangente et cotangente. Très bien. Donc, commençons par la première fonction, la fonction arc cosinus. La fonction arc cosinus. Bon, comme on remarque, la fonction cosinus de R vers moins 1, d'accord, n'est pas bijective, car c'est une fonction de pi périodique. Tout le monde connaît que les fonctions périodiques ne sont pas bijectives, parce qu'elles passent pour les valeurs une infinité de fois. Mais le premier intervalle où on a les valeurs de cosinus x dans moins 1, d'accord, c'est-à-dire bien sûr cosinus x elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc le premier intervalle qui me donne l'image moins 1, c'est l'intervalle 0pi. C'est l'intervalle 0pi. Donc, on va faire la restriction de la fonction. Donc, si on prend la fonction de 0pi vers moins 1, toujours la fonction cosinus x, et bien dans ce cas, c'est-à-dire dans cet intervalle, c'est pas R, dans 0pi, c'est une fonction bijective. C'est une fonction bijective. Donc, puisqu'elle est bijective, très bien, donc dans ce cas, la fonction inverse existe. f-1, elle existe. f-1, elle est définie de moins 1 vers 0pi. De moins 1 vers 0pi. Donc, on va noter la fonction inverse de arc cosinus x, c'est arc cosinus x. Très bien. C'est la fonction inverse de cosinus x. Sachant qu'on a les propriétés suivantes. Toujours, quel que soit x appartient à moins 1 dans ma définition de arc cosinus x. D'accord? Cos avec arc cosinus x, elle me donne x. C'est-à-dire, le cos élimine l'arc cosinus. Le cos élimine arc cosinus. Mais, dans l'intervalle 0pi, arc cosinus
elle élimine le cos. Arc cosinus, elle élimine le cos. C'est-à-dire arc cosinus, cosinus x me donne x. Mais dans la deuxième, il faut que le x soit dans 0π. Des exemples. Premier exemple, cos arc cosinus 1/2 est égal à 1/2. Toujours cos, elle élimine l'arc cosinus. Très bien. Arc cosinus cosinus pi sur 2 est égal à pi sur 2. Pourquoi? Parce que le pi sur 2 appartient à l'intervalle 0π. Mais, arc cosinus cosinus 5π sur 4, est-ce que 5π sur 4, elle est dans 0π? Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer la valeur qui est ici, cosinus 5π sur 4, par une valeur qui est dans l'intervalle 0π. N'oubliez pas que dans le cercle unité, daïra mutlatia, cosinus 5π sur 4, c'est exactement cosinus 3π sur 4. Ils ont le même cosinus. Donc, vous voyez que j'ai remplacé cosinus 5π sur 4 par cosinus 3π sur 4. Pourquoi? Parce que 3π sur 4, il est dans l'intervalle 0π. Très bien. Ici, oui, l'arc cosinus, elle élimine cos parce que 3π sur 4, elle est dans l'intervalle 0π. Donc, finalement, le résultat, c'est 3π sur 4. Comme remarque, c'est-à-dire, toujours rendre la valeur donnée à une valeur équivalente qui a le même sens, qui a le même cosinus dans 0π. Très bien. Donc, dérivée d'une fonction réciproque. Donc, la dérivée d'une fonction réciproque. Donc, déjà, on a donné la définition dans la dérivabilité. D'accord? On a donné la définition dans la dérivabilité. On ne va pas refaire ça. Donc, la dérivée de arc cosinus x, c'est 1 sur cosinus y'. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. On va mettre le moins ici. Sinus dans l'intervalle 0π, c'est la racine de 1 moins cosinus au carré. On remplace le y par arc cosinus x, on va trouver ça. Donc, vous voyez que la dérivée de arc cosinus x', c'est moins 1 sur la racine de 1 moins x au carré. C'est-à-dire, c'est à peu près la dérivée de arc sinus x, sauf on a le signe moins. On a le signe moins. Et dans le cas général, la dérivée de arc cosinus x', c'est moins g' sur la racine de 1 moins g de x au carré. D'accord? Très bien. Donc, comme on a dit, toujours, on donne le résultat en fonction de la première variable de la fonction réciproque donnée. On a fait déjà cette remarque. La représentation de arc cosinus, donc, dans l'intervalle 0π, ce qui est en vert ici, c'est la fonction cosinus dans l'intervalle 0π. Et ce qui est en bleu, c'est la fonction arc cosinus. Donc, vous voyez que on a une symétrie, des deux graphes en vert et en bleu par rapport à la première bisectrice. Très bien. Idem pour la deuxième fonction arc sinus x. La fonction sinus x, elle est définie de r vers moins 1. D'accord? Qui n'est pas bijective, car c'est une fonction de pi périodique toujours. Mais le premier intervalle où on a les valeurs de sinus x entre moins 1 et 1, qui me donne, c'est l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. D'accord? C'est l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, la fonction restriction, si on va restreindre la fonction sinus dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, l'image de moins pi sur 2, pi sur 2, c'est l'intervalle moins 1, donc elle est surjective. Et quel que soit x dans l'intervalle moins xy, x1, x2 dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, si les deux valeurs sont différentes, donc les deux images sont différentes. Donc elle est injective. Donc dans cet intervalle, la fonction sinus, elle est bijective. Donc on peut parler sur la fonction inverse. Donc la fonction arc sinus, elle est définie de moins 1 vers moins pi sur 2, pi sur 2, qu'on a notre arc sinus, c'est la fonction inverse de sinus. Sachant toujours sinus élimine arc sinus, quel que soit x appartient à moins à 1, c'est dans notre définition de arc sinus. D'accord? Mais pour que
l'arc sinus élimine sinus, il faut qu'on est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Il faut qu'on est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Très bien. D'accord? Exemple. Sinus, arc sinus 1 tiers est égal à 1 tiers. Sinus toujours, il élimine arc sinus. Arc sinus 0 est égal à 0. Pourquoi? Parce que 0, il est là. D'accord? Mais arc sinus 3 pi sur 4. Sinus 3 pi sur 4. 3 pi sur 4 n'appartient pas à moins pi sur 2 pi sur 2. Donc, on va remplacer sinus 3 pi sur 4 par sinus pi sur 4. C'est la même chose. Maintenant, oui, pi sur 4, il est dans l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Donc, est égal à pi sur 4. Donc, toujours, c'est-à-dire toujours rendre la valeur donnée à une valeur équivalente qui a le même sinus dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Très bien. Pour la dérivée, déjà on a fait ça. On a démontré dans la définition de la fonction inverse, la dérivée. Arc sinus x, c'est l'exemple qu'on a fait. C'est 1 sur la racine de 1 moins x au carré. Et dans le cas général, arc sinus g de x', c'est g' de x sur la racine de 1 moins g de x, le tout au carré. Une formule très connue, c'est quel que soit x appartient à moins à 1, arc cosinus x et plus arc sinus x est égal à pi sur 2. Parmi les techniques pour démontrer cette formule, on va démontrer que arc cosinus x plus arc sinus x, c'est une fonction constante. Une fonction constante, c'est-à-dire, on va calculer la dérivée. La dérivée de arc cosinus x, c'est moins 1 sur la racine. La dérivée de arc sinus x, c'est plus 1 sur la racine. La somme, c'est 0. Donc, puisque la dérivée, c'est nul, donc dans l'intervalle continu, donc notre fonction, elle est constante. Donc, pour trouver la constante, il suffit de remplacer x par l'un des valeurs qui sont là, par exemple 0. Arc cosinus 0 plus arc sinus 0. Arc sinus 0, c'est 0. Arc cosinus 0 est égal à pi sur 2. Et c'est terminé. Très bien. Donc, voici le graphe de arc sinus x qui est en bleu. D'accord? Et le graphe en vert, c'est la fonction sinus dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, vous voyez qu'on a une symétrie par rapport à la première bisectrice. Très bien. Passons à la fonction arc-tangente. Arc-tangente. Eh bien, tout le monde connaît que la fonction tangente x, elle est définie dans R privé de pi sur 2 plus kp. C'est-à-dire, on va enlever les pi sur 2 plus kp. Pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, etc., etc. Et le sens inverse, moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2, moins 5 pi sur 2, etc. Très bien. Donc, qui n'est pas bijective, car c'est une fonction pi périodique. N'oubliez pas que la fonction tangente, c'est pi périodique. Mais le premier intervalle où on a les valeurs de tangente x dans R, c'est l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Donc, si on va prendre la restriction dans cet intervalle, f de moins pi sur 2 ouvert, l'image de cet intervalle, c'est R, donc elle est surjective. Et chaque deux éléments différents dans cet intervalle, leur valeur, elle est différente. Donc, elle est injective. Injective et surjective, donc on a la bijection. Donc, on peut définir la fonction inverse. On peut définir la fonction inverse, f moins 1, R de moins pi sur 2, qu'on va la noter arc tangente x. Arc tangente x. C'est la fonction inverse de tangente x. Très bien. Toujours, tangente, elle élimine arc tangente, quel que soit x dans R, parce que dans ma définition de arc tangente, c'est R. Très bien. Et quel que soit x appartient à notre intervalle moins pi sur 2, l'arc tangente, elle élimine la tangente. D'accord? Donc, si on va remplacer ici par 5, toujours on va trouver 5. Voici le premier exemple. Tangente, arc tangente, 5 est égal à 5. Arc tangente, tangente 0, c'est 0. Pourquoi? Parce que 0, il est là. Mais arc tangente 3 pi sur 4, arc tangente 3 pi sur 4, le 3 pi sur 4, il est en dehors de cet intervalle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est l'angle tel que tangente 3 pi sur 4 est égal à leur tangente? C'est tangente moins pi sur 4.
Tangente 3pi sur 4, c'est exactement tangente moins pi sur 4. Très bien. Donc, moins pi sur 4, il est dans cet intervalle. Donc, on va trouver finalement, c'est moins pi sur 4. C'est-à-dire, on peut utiliser cette propriété. Donc, toujours la même remarque. Pour les dérivés, la dérivée de arc tangente x, c'est 1 sur la dérivée de tangente y. Mais la dérivée de tangente y, c'est 1 plus tangente au carré. Tout le monde connaît qu'on peut voir la dérivée de tangente de deux manières. C'est soit 1 plus tangente au carré ou bien 1 sur cosinus au carré. Mais pourquoi on utilise la tangente? C'est pour éliminer la tangente avec arc tangente. Donc directement, on va remplacer le y par arc tangente x. Si on n'a pas le 2, tangente arc tangente x, c'est x. Au carré, c'est x au carré. Et bien la dérivée de arc tangente x prime, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Elle est très utile, cette dérivée, surtout dans le cours des intégrales. Et dans le cas général, arc tangente g de x prime, c'est g prime sur 1 plus g de x au carré. Parmi les formules usuelles sur arc tangente, quel que soit x appartient à R étoile. Pourquoi R étoile? Parce que le 0 ici n'est pas défini. Arc tangente x plus arc tangente 1 sur x, elle est égale à pi sur 2 si x positif et moins pi sur 2 si x négatif. Pour la démonstration, on peut calculer la dérivée de ça. On utilise bien sûr cette formule ici. On va trouver que la dérivée est égale à 0. Mais la dérivée est égale à 0. Dans un intervalle continu, la fonction, elle est nulle. Elle est constante. Mais vous voyez que l'intervalle, ici, il n'est pas continu. On a moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. C'est-à-dire, on a deux constantes différentes. Dans moins l'infini 0, on a une constante. Et dans 0 plus l'infini, on a une autre constante. Pour trouver la première constante, il suffit de remplacer x par 1. On va trouver arc tangente 1 plus arc tangente 1, c'est-à-dire 2 fois arc tangente 1. Arc tangente 1, c'est pi sur 4, donc 2 fois pi sur 4, c'est pi sur 2. Et pour trouver la deuxième constante, on va remplacer le x par moins 1. On va trouver 2 fois arc tangente moins 1, c'est-à-dire c'est 2 fois moins pi sur 4. Très bien. Donc pour la représentation graphique, donc voici la représentation graphique. D'accord? En vert, c'est la tangente dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et en bleu, c'est l'arc tangente. Donc vous voyez qu'on a une symétrie par rapport à la première bisectrice. La dernière fonction trigonométrique inverse, c'est arc cotangente. Ici, on peut écrire comme ça. Comme on peut écrire comme ça. Donc arc cot, c'est arc cotangente. La même chose ici, on peut écrire COT-AN ou bien COT-G, d'accord? Ou bien comme ça, cote. Donc la fonction arc cotangente. La fonction cotangente, elle est définie de R moins les kpi. C'est-à-dire, on n'a pas le 0, on n'a pas le pi, 2pi, 3pi, 4pi, et les pi dans le sens négatif, moins pi, moins 2pi, moins 3pi, etc. Donc, n'est pas bijectif, car c'est une fonction toujours p périodique. Mais le premier intervalle, où on a les valeurs de cotangente x dans R, c'est l'intervalle 0pi ouvert. Donc, l'image de 0pi, c'est R par la fonction cotangente. C'est-à-dire, si on va prendre la restriction f dans l'intervalle 0pi, l'image de 0pi, c'est R, très bien. Et quel que soit x1, x2 différent dans l'intervalle 0pi, cotangente x1 différent de cotangente x2, c'est-à-dire elle est injective. Donc, injectif et surjectif, c'est-à-dire c'est une fonction qui est bijective, cette restriction, c'est-à-dire dans l'intervalle 0pi. Donc, on peut parler sur la fonction inverse f-1. Donc, elle est définie de R vers 0pi, le contraire, d'accord, l'inverse. Donc, on va la noter arc cotangente x. Arc cotangente x. C'est la fonction inverse de la fonction cotangente. Très bien. Et toujours, on a les mêmes propriétés. Le cotangente, toujours, elle élimine arc cotangente, quel que soit x appartient à R.
si on est dans l'intervalle de définition arc cotangente x est égal à x, ailleurs non. Donc, cotangente arc cotangente 10 est égal à 10, très bien. Arc cotangente pi sur 2 est égal à pi sur 2. Pourquoi? Parce que pi sur 2, elle est là. Il est dans l'intervalle 0 pi. Mais arc cotangente 5 pi sur 4, d'accord? 5 pi sur 4, il est en dehors de l'intervalle 0 pi. C'est-à-dire, on va remplacer cotangente 5 pi sur 4 par une valeur qui est dans l'intervalle 0 pi, c'est-à-dire cotangente pi sur 4. Donc, finalement, on va trouver pi sur 4. Très bien. Donc, toujours, il faut ramener les calculs dans l'intervalle 0 pi. Mais l'autre sens, il est toujours vérifié. Toujours cotangente. Élimine arc cotangente, mais l'arc cotangente, des fois oui et des fois non. Donc, pour la dérivée, arc cotangente x', c'est 1 sur cotangente y' est égal à moins 1 sur 1 plus cotangente au carré y. On remplace, d'accord? On va trouver ça. Arc cotangente x, leur dérivée, c'est moins 1 sur 1 plus x au carré. Et dans le cas général, la dérivée de arc cotangente g de x, c'est moins g' sur 1 plus g de x, le tout au carré. Très bien. Voici la représentation graphique. Donc, ce qui est en bleu ici, en bleu, c'est arc tangente. Ici, en vert, c'est arc cotangente. Arc cotangente. D'accord? Les pointillés, c'est moins un arc tangente. Le graphe qui est en pointillé ici, c'est moins arc tangente. Donc, pour nous, ce qui est très important, c'est arc cotangente. Donc, on vérifie, et c'est le graphe qui est en vert. Très bien. Donc, on va définir un autre type de fonction, c'est les fonctions hyperboliques. C'est les fonctions hyperboliques et leurs fonctions inverses. Très bien. Donc, commençons par les fonctions hyperboliques. Donc, les fonctions hyperboliques ont les formules qui sont là. C'est à peu près les formules de l'heure. N'oubliez pas, par exemple, que cosinus x est égal à quoi? Donc, est égal à la valeur qui est là. Mais ici, on a le i, le nombre complexe i. Et sinus x est égal, c'est les valeurs qui sont là. Ici, i. Les deux équations qui sont là s'appellent les équations d'Euler. D'accord? Eh bien, les fonctions hyperboliques, c'est à peu près les équations d'Euler, sauf il faut effacer les i. Il faut effacer les i. Donc, vous voyez que si on efface ici les i, on efface le i qui est là et le i qui est là, on va trouver le cosinus hyperbolique. C'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. La même chose, ici, il faut effacer les i. Donc, sinus hyperbolique, c'est exponentielle x moins x sur 2. Très bien. Tangente hyperbolique, c'est SH. On peut utiliser les notations qui sont là. D'accord? Ou bien, soit on va écrire SH, ou bien tout court, sinus H. D'accord? Sur cosinus H. D'accord? Donc, est égal exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1. Et pour cotangente hyperbolique, cosinus h sur sinus h. Sinus h. D'accord? Sauf ici, ça se peut que le dénominateur s'annule pour x est égal à 0. Pour x est égal à 0, le dénominateur s'annule. Donc, ici, le domaine de définition, c'est pour x appartient à R étoile. Très bien. Donc, quelques formules qui sont utiles. Cosinus au carré moins sinus au carré est égal à 1. Vous remarquez que dans les fonctions trigonométriques, ici, on a plus. Cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Mais dans les fonctions hyperboliques, cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique au carré est égal à 1. Très bien. Pour les dérivées, la fonction de CH, la dérivée de CH, c'est SH, et la dérivée de SH, c'est CH, c'est-à-dire on n'a pas le signe moins. Parce que par exemple, dans les fonctions trigonométriques, la dérivée de sinus, c'est cos, mais la dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est moins sinus.
Ici, non. Les deux sont avec le signe plus. La dérivée de CH, c'est SH. Et la dérivée de SH, c'est CH. Très bien. On a les deux formules trigonométriques qui sont là. Cosinus hyperbolique A plus B. C'est cosinus hyperbolique A, cosinus hyperbolique B, plus sinus hyperbolique A, sinus hyperbolique B. Sinus hyperbolique A plus B, c'est sinus hyperbolique A, cosinus hyperbolique B, plus cosinus hyperbolique A, sinus hyperbolique B. La différence dans les trigonométriques, ici on a le signe moins. Ici on a le signe moins. Très bien. Voici le graphe de la fonction hyperbolique. Cosinus hyperbolique. Voici le graphe de la fonction sinus hyperbolique. C'est juste pour... Elle est croissante. D'accord. Voici le graphe de tangente hyperbolique. Tangente hyperbolique. Sinus hyperbolique. Il nous reste le graphe de la fonction cotangente hyperbolique qui n'est pas définie dans 0. Il nous reste leur fonction inverse, c'est les arcs, donc les fonctions inverses des fonctions hyperboliques. Donc on commence par argument sinus hyperbolique. Argument sinus hyperbolique, c'est les arcs. Dans les fonctions trigonométriques, on écrit arc, ARC. Mais ici, c'est ARG, arg. D'accord? Donc, pour la fonction sinus hyperbolique, elle est bijective de classe C infinie, strictement croissante de R vers R. Elle est définie dans R. Et leur dérivée, toujours, elle est différente de 0. Alors, sa fonction réciproque existe et elle est strictement croissante, parce que vous n'oubliez pas que la fonction réciproque, toujours, elle a le même sens que la fonction. Ici, strictement croissante, donc la même chose ici, strictement croissante. Et en plus de ça, elle est impaire. Qu'on la note, arg sinus hyperbolique. Arg sinus hyperbolique. Par un simple calcul, elle est définie dans R, quel que soit R, on peut calculer la dérivée de arg sinus hyperbolique x, c'est 1 sur la racine de 1 plus x au carré. C'est à peu près comme arc sinus, sauf au lieu de moins, ici on a le plus. Donc vous voyez que le dénominateur n'est jamais nul. Pour cela, le domaine de définition, il est positif. Le domaine de définition, c'est 1. De plus, pour les arcs, on a des formules où on peut écrire les arcs en fonction de ln. Donc, on a une formule équivalente en fonction de la fonction logarithme. C'est-à-dire, on peut démontrer que arg sinus x, sinus hyperbolique x, c'est ln x plus la racine de 1 plus x au carré. Comment? C'est comme ça. Voici la preuve. Donc, soit y est égal arg sinus hyperbolique x. Donc, faisons entrer sinus hyperbolique à gauche. Sinus hyperbolique y, c'est sinus arc sinus, c'est-à-dire l'identité est égale à x. D'accord? Mais sinus hyperbolique y, c'est exponentielle y moins exponentielle moins y sur 2 est égal à x. Multiplions le 2 ici. On va faire passer le 2x à gauche. D'accord? On peut multiplier par exponentielle y. Donc on va trouver exponentielle de y moins 2x exponentielle y moins 1. Donc, si on fait le changement de variable, grand X est égal à exponentielle y, on va trouver une équation d'ordre 2. Une équation d'ordre 2. On va résoudre cette équation, le delta il est toujours positif, on va résoudre cette équation par le delta, on va trouver deux solutions. La première solution, c'est grand X est égal à X plus la racine. Et la deuxième solution, X est égal à X moins la racine. Elle est négative, mais toujours grand X, il est positif, parce que c'est l'exponentielle. C'est-à-dire, cette solution ne convient pas. Donc, ce qui implique, remplaçons le X, que exponentielle y, c'est x plus la racine. Donc, y, qui est arg sinus hyperbolique, c'est ln. Parce qu'il suffit de faire entrer le ln ici, à gauche et à droite.
Donc finalement, la fonction arc-sinus hyperbolique x, c'est ln x plus la racine de 1 plus x au carré. Très bien. Pour la représentation graphique, en rouge, c'est la première bisectrice. En bleu, c'est la fonction sinus hyperbolique. Et en vert, c'est la fonction arc-sinus hyperbolique. Vous voyez que les deux courbes en bleu et en vert sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Passons aux deuxième fonction, argument cosinus hyperbolique. Argument cosinus hyperbolique. La fonction cosinus hyperbolique, elle est bijective de classe C infinie strictement croissante, mais dans l'intervalle 0 plus l'infini vers 1 plus l'infini. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va trouver ça, pour qu'elle soit définie, c'est 1 plus l'infini. Alors, sa fonction réciproque existe, et elle est strictement croissante de classe C infinie, mais sur 1 plus l'infini. 1 ouvert, pourquoi? Parce que le 1 va éliminer notre dérivée. D'accord? Dans le dénominateur. Donc, on a notre arc cosinus hyperbolique, sachant que la dérivée de arc cosinus hyperbolique x, c'est 1 sur la racine de x au carré moins 1. C'est-à-dire, c'est le contraire de l'arc sinus. Le contraire de arc sinus. Arc sinus, on a 1 moins, et ici, on a x au carré moins 1. De plus, on a une formule équivalente d'une fonction qu'on peut la démontrer de la même manière qu'on a fait. Quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, arc cosinus hyperbolique x, c'est ln x, la racine de x au carré moins 1. C'est-à-dire toujours ici à l'intérieur, on prend le terme qui est là. Dans le premier exemple, arc sh, ici on a 1 plus x au carré. Donc on a trouvé ici 1 plus x au carré. Mais ici on a x au carré moins 1. Donc ici on va trouver x au carré moins 1. Très bien. Pour la représentation graphique, en rouge, toujours, c'est la première bisectrice. En vert, c'est arc CH. Et en bleu, c'est le cosinus hyperbolique. Donc, vous voyez qu'on a une symétrie par rapport à la première bisectrice. La troisième fonction, c'est argument tangente hyperbolique. La fonction argument tangente hyperbolique, elle est définie sur moins 1 de classe C infinie, strictement croissante, et elle est impaire. Donc, voici le domaine de définition. D'accord? Très bien. Donc, quel que soit x appartient à moins 1, argument tangente hyperbolique prime, c'est 1 sur 1 moins x au carré. C'est 1 sur 1 moins x au carré. C'est à peu près comme arc tangente, sauf au lieu de plus, on a moins. De plus, on a la formule en fonction de logarithme. Quel que soit x appartient à moins 1, argument tangente hyperbolique x, c'est 1 demi ln 1 plus x sur 1 moins x. 1 demi ln 1 plus x sur 1 moins x. Très bien. Donc, voici le graphe. Violet ici, c'est le tangente hyperbolique. En vert, c'est la première bisectrice. En bleu, c'est arc tangente hyperbolique. Donc, vous voyez toujours qu'on a une symétrie par rapport à la première bisectrice. Très bien. Et elle est impaire parce qu'elle est symétrique par rapport à O. Pour terminer, la dernière fonction, argument cotangente hyperbolique. La fonction argument cotangente hyperbolique, elle est définie sur R moins l'intervalle moins 1 fermé. D'accord? Donc, à valeur dans R étoile. Donc, quel que soit x appartient à R moins moins 1, donc la dérivée de argument tangente hyperbolique, c'est 1 sur 1 moins x au carré. Vous voyez que c'est la même. D'accord? De la même manière, on peut démontrer que quel que soit x appartient à R moins moins 1, argument cotangente hyperbolique, c'est 1 demi ln 1 plus x sur x moins 1. Pour terminer, voici les graphes. Donc, en vert c'est cotangente hyperbolique. Elle n'est pas définie en 0. En bleu, c'est arc cotangente hyperbolique. Donc, on a une symétrie par rapport à la première bisectrice qui est en rouge. C'est terminé. Merci pour votre attention.